Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les titres. Célébration de la Journée internationale de la douane. L'édition de cette année coïncide avec les 60 ans de l'Organisation mondiale des douanes. Elle a permis de dresser des perspectives pour la douane sénégalaise. Et puis la finance islamique comme moteur de développement. L'Institut africain de finance islamique forme des acteurs pour permettre au Sénégal de se positionner en leader dans ce domaine. Des motos-ambulances pour évacuer les malades des zones les plus reculées du Sénégal. C'est l'idée de l'ONG Waha qui, après avoir testé le projet, vient d'offrir 36 motos-ambulances à l'État du Sénégal. Ces ambulances ont été remises symboliquement ce matin au chef de l'État, Alassane Cissé. 36 moto-ambulances pour lutter contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. C'est le geste de l'ONG Waha qui a offert ce premier lot et envisage d'augmenter le nombre de ces ambulances pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Pour pouvoir faire ça, on a identifié un des problèmes majeurs, c'est l'accès des patientes et des patients en général, tous les cas urgents, aux structures de santé. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui sans pouvoir déployer des moyens de transport adéquats. Moi, à Kédougou, je vous le dis, j'ai eu l'occasion avec le médecin-chef de la région de le voir vraiment en détresse en regardant en apprenant le décès d'une patiente d'une hémorragie qui était en train d'accoucher dans un village loin 18 km d'un hôpital qui n'a pas pu trouver un moyen de transport. Donc au fait, notre intervention vise à appuyer le ministère de la Santé dans ses efforts de diminuer la mortalité, surtout chez les mères et les enfants. En remettant symboliquement ces ambulances ce matin au chef de l'État, les membres de l'ONG Waha ont fait la joie des bénéficiaires, notamment le ministre de la Santé dont le département ministériel est le principal bénéficiaire. Ce sont des ambulances qui peuvent transporter les patients d'un poste de santé rural à un centre de santé de référence par exemple. Et du fait que l'ambulance ne consomme pas beaucoup de carburant et a tout ce qu'il faut pour pouvoir transporter le malade dans de bonnes conditions sanitaires, mais aussi avec une très grande sécurité. Bon, parce qu'il y a la place des accompagnants qui est prévue au niveau de l'ambulance. Nous pensons que, et l'ambulance ne coûte pas aussi cher, là c'est un don. Et il faut, à la suite du chef de l'État, remercier le généreux donateur, mais aussi lui dire qu'il faudrait qu'on travaille à trouver un nombre plus important. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 postes de santé au Sénégal. Et même les postes de santé qui disposent d'ambulances médicalisées devraient pouvoir disposer de ces ambulances-là pour transporter les cas les moins graves, par exemple. Et je crois que dans ce cadre-là, la couverture du pays en ambulance serait bouclée. Il faudrait que le gouvernement regarde avec ses partenaires comment faire pour pouvoir disposer, par exemple, de 2000 ambulances de ce type. Est-ce que vous avez déjà ciblé les localités pour ces ambulances? Alors les localités seront ciblées en relation avec M. le Président de la République. Nous allons regarder notre banque de données, les demandes que nous avons au niveau du ministère de la Santé. Et nous allons aussi solliciter les instructions de M. le Président de la République. On va lui proposer une liste d'abord pour l'utilisation de ces 36 ambulances. Mais comme il l'a déjà suggéré, je crois que les postes de santé périphériques du pays devraient pouvoir en bénéficier d'abord en premier. Et après cela, maintenant, on verra comment déployer les futures ambulances qui vont venir sur le reste du territoire national. Je me dis, vous êtes de Kédougou, certainement Kédougou a besoin de ces ambulances. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour féliciter et remercier le docteur Sina. Au nom du gouvernement du Sénégal, le ministre de la Santé l'a déjà fait, mais c'est pour déjà les efforts qu'il a toujours eu à déployer au niveau de la région de Kédougou.
Et je crois que ce modèle a déjà été expérimenté avec des experts de ce monde-là de la santé. Je pense au docteur Konaté, au docteur Sen, ici présent. Et c'est à partir de là, je crois que ce modèle a été amélioré aujourd'hui. Et nous osons espérer qu'une bonne partie de ce lot-là, en fait, sera orientée, comme l'a suggéré tout à l'heure le ministre de la Santé, vers les régions périphériques et en particulier donc à Kédougou où le modèle est déjà en place, expérimenté, et je crois que le docteur Sina a des relations quand même assez affectives, assez poussées avec ces régions de Kédougou. Quant au chef de l'État, il s'est félicité de ce geste et a remercié le généreux donateur. Vraiment vous remercier de ce geste de sa générosité pour le Sénégal, mais surtout d'avoir fait précéder le geste par une réflexion sur le terrain pour trouver des véhicules qui s'adaptent à nos conditions. Ça suppose beaucoup de générosité. Qui a donné des ambulances comme ça, mais le plus important pour moi, c'est que vous avez essayé de voir des problèmes qui se posent sur le terrain. Vous les avez résolus techniquement. Et donc vraiment, je suis très très content. Parce que la santé, ce sont les ressources humaines. Ceux qui font le prix, ceux qui font sur le prix, sont les hommes et les femmes. Ceux qui sont en bonne santé. Et ça, c'est un instrument extrêmement important. J'ai souffert dans ma chair ce que j'ai pu voir en Brousse. Une femme qui a son bébé dans les bras et qui courait comme ça dans la brousse. J'ai arrêté le convoi, j'ai dit à la maison de cette femme, je lui ai dit, vous allez où? Elle ne savait même pas. Mon enfant était en train de mourir. On l'a transporté, nous allons voir, il y avait un dispensaire. Et il arrive encore que des femmes soient transportées en charrette avec toutes les secours et qu'elles perdent leur bébé au point du crash. Avec un matériel comme ça et les efforts que nous avons déjà accomplis au niveau du ministère de la Santé, les accidents que nous avons. Pouvant faire 300 km avec seulement 10 litres et étant testés dans des zones difficiles d'accès, ces motos-ambulances répondent aux besoins ruraux du Sénégal. L'heure est venue pour le Sénégal de se positionner comme leader dans le domaine de la finance islamique, un secteur qui offre beaucoup d'opportunités en termes de financement et d'investissement dans les infrastructures des pays d'Afrique de l'Ouest. Et pour ce faire, une formation des acteurs est nécessaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce séminaire pour le certificat de base en finance islamique initié par l'Institut africain des finances islamiques, Fatou Diouf. La finance islamique, une alternative sûre pour le développement socio-économique des pays de la Oumma. Elle représente plus de 1 000 milliards de dollars, une importante manne financière. Seulement, l'Afrique ne bénéficie que d'1% des transferts. Il est donc nécessaire de promouvoir ce secteur qui regorge d'importants fonds d'investissement conformes aux principes de la charia. L'AIF, à travers le conseil et la formation, vise à impulser une dynamique susceptible de positionner notre pays comme un hub incontournable de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de consulter les acquis, de développer un partenariat avec des partenaires à Dubaï, à Londres et dans la sous-région, avec des partenariats en Mauritanie, au Mali, au Togo, au Niger, dont nos représentants sont ici présents, et d'essayer de nous doter les moyens humains et techniques à la hauteur de nos ambitions. À travers ce séminaire, African Institute of Islamic Finance, AIF, contribue à la promotion de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Une volonté politique de nos États permettrait tout de même de booster ce secteur prometteur. Il y a un certain nombre de réformes à faire pour permettre à la finance islamique de se développer. D'abord des réformes d'ordre réglementaire pour que les banques islamiques puissent se refinancer sur les marchés locaux. Deuxièmement, des réformes fiscales afin que le problème de double taxation lié à l'actif sous-jacent de la finance islamique soit réglé pour que les banques islamiques puissent être compétitives par rapport aux banques conventionnelles. Et troisièmement, le développement des compétences locales.
3 jours durant, acteurs économiques, sociétés bancaires et entreprises vont se familiariser avec la jurisprudence financière islamique, les succès et le financement des infrastructures. La maîtrise de tous ces paramètres permettra de développer des stratégies afin de bâtir une véritable industrie financière islamique en Afrique. Le président de la République a reçu hier une délégation de l'Association nationale des familles des victimes du Diola. Il a été essentiellement question de la construction du projet du mémorial de Diola qui sera érigé sur la corniche Khalisenka. Cette audience que le président de la République a accordée à l'Association nationale des familles des victimes du Diola a été une occasion saisie par Maître Abdoulaye Wade et ses hôtes pour réfléchir ensemble sur le projet de construction du mémorial de Diola. Et le président de l'Association nationale des familles des victimes du Diola de rappeler l'attention toute particulière du président de la République à leur endroit. Excellence, par devoir de mémoire, en pareille circonstance, obligation nous est faite de rappeler les mesures que vous avez bien voulu prendre en faveur des familles des victimes et rescapées. Aujourd'hui, en faisant le bilan à mi-parcours, nous pouvons inscrire à votre actif l'exécution des indemnisations aux familles qui ont exprimé le besoin d'entrer en possession de ce soutien financier, évalué à près de 14 milliards sur les 20 milliards, soit près de 1400 dossiers déjà exécutés. La construction d'un lycée et d'une université à Ziguinchor. L'achat d'un nouveau bateau neuf à l'île Sitoé Diatta. La construction des gares maritimes de Ziguinchor et Dakar, qui sont de véritables joyaux, et la construction en cours de celle de Carabane. La mise en place de l'Office national remplacé par l'Agence nationale des pupilles de la Nation. La mise en place du budget pour la réhabilitation du pont Émile Badiane de Ziguinchor. La mise en place de l'Agence nationale des affaires maritimes pour la sécurité et la sûreté en mer. L'octroi de 10 billets pour le pèlerinage à la Mecque en 2003 et 2 billets pour celui de 2011. À cela s'ajoute cette généreuse idée qui est l'objet de cette rencontre partage, c'est-à-dire l'érection de mémorial musée Le Diola. Ce monument commémoratif, à côté de la place du souvenir, évoquera les souvenirs communs et rappellera la mémoire du Diola. Cela témoigne encore une fois que vous n'avez jamais oublié et vous n'oublierez jamais le naufrage du Diola, en ayant toujours une pensée pieuse aux disparus. C'est à Pierre Boudiaby Atepa que le chef de l'État a confié les travaux de construction de ce mémorial et l'architecte de nous en dessiner ici les contours. Après le naufrage, au premier anniversaire, le président a souhaité que nous puissions commémorer dans un endroit proche de la mer et nous avons pensé qu'il était plus judicieux de le faire ici. Sur presque un demi-kilomètre, il a souhaité que nous fassions non seulement le mémorial, mais également tout un espace où des gens pourraient venir se promener et se recueillir. Next. Alors, en 3 mots, le mémorial lui-même symbolise le 26/09/2002. Le 26 est symbolisé par la longueur du pont que vous voyez là. Je vous expliquerai après parce que le pont il a été conçu pour que les jours de commémoration, qu'on puisse venir jusqu'au bout ici, au bord de la mer et laisser les gerbes de fleurs. Donc vous avez le 26. Le 09, c'est la hauteur entre le livre qui est là et la base. L'idée, c'est les livres saints. Le Saint-Coran, la Sainte Bible, c'est l'idée de base. C'est nous tous qui avons ouvert nos livres pour prier pour nos disparus. 2002, c'est la longueur du monument. Donc le monument, c'est 26/09/2002. Monsieur le Président, quand nous avons, à votre demande, présenté le premier projet à l'association, ils avaient souhaité qu'on y ajoute un musée. C'est ce que nous avons fait dans le sous-sol. Maintenant, qu'est-ce qui va aller dans le musée? Je pense qu'on pourra tous en discuter avec eux et avec des experts pour nous dire ce qu'on peut éventuellement récupérer pour le mettre dans le musée. Mais ça, c'est des discussions que nous aurons après. Ce mémorial sera érigé en souvenir du naufrage du Diola. Il sera également un monument historique qui combattra l'oubli de cette tragédie nationale. Nous étions d'accord pour faire une œuvre d'art
une œuvre d'art qui symbolise quelque chose. Quand on le voit, on voit qu'il c'est un livre ouvert, avec des mesures, chaque mesure est symbolique. Mais c'est un livre ouvert, avec des chiffres, donc chaque chiffre a sa signification. C'est comme ça. Et quiconque se trouve dans ce monument, ce qu'on veut, c'est que les gens se posent des questions et trouvent leurs réponses. Posent des questions et trouvent les réponses pour que la mémoire des victimes du Guéra soit éternelle. Nous n'avons pas le droit d'oublier, parce que c'est trop facile. Il y a beaucoup de gens qui sont oubliés. Vous savez bien qu'aujourd'hui, je suis en train de faire des recherches sur les déportés sénégalais de la colonisation. Pas plus tard qu'hier, j'en discutais encore avec le professeur Ibrahim, elle sait. Parce que quand les Français sont venus, ils ont tué nos rois, Vladior et tout ça, les autres, on les a déportés, les ont au Gabon, en France, etc., etc. Qui parle d'eux? Vous ne les connaissez même pas. Vous ne les connaissez pas. Vous connaissez Aline Situé-Yaté, vous connaissez Ajata, vous connaissez Sialébé, peut-être, mais les autres, ils sont nombreux qu'on a oubliés et qui ont été déportés, qui sont morts en détention. Ils n'ont pas été torturés, mais ils sont morts loin de chez eux. Est-ce qu'on a le droit de les oublier? Quand vous allez au Gabon, le Gabon vous rappelle les Sénégalais qui sont allés là-bas avec les Français et qui sont morts là-bas. Donc, je crois qu'en matière de défense de la mémoire de nos victimes, moi, je suis convaincu. Après la salle des banquets cap sur le site qui doit abriter le mémorial, ici, sur la corniche, où d'autres explications détaillées ont été données et des compléments d'informations fournis. Nous restons avec le chef de l'État qui a rendu hier mercredi une visite de courtoisie au grand Serigne El Hadj Bassirou Diagne, ambassadeur itinérant. Une visite que le grand Serigne et la collectivité Lébou ont salué. Khalisek. Il y avait vraiment du monde hier chez le grand Serigne El Hadj Bassirou Diagne pour accueillir le président de la République. Un accueil à la hauteur de l'hôte du grand Serigne et ambassadeur itinérant. Maître Abdoulaye Wade qui vient rendre une visite de courtoisie à son ami et frère El Hadj Bassirou Diagne, l'ambassadeur qui rentre de l'étranger où il était hospitalisé. Aujourd'hui, l'ambassadeur itinérant respire la forme et Maître Abdoulaye Wade, après l'avoir évacué à l'étranger, lui rend visite ici à son domicile de la zone B. C'était devant amis, parents, proches, saltigués, les ou Djahaf, chef de village, en somme, dignitaires de la collectivité Lébou. El Hadj Bassirou Diagne est dignitaire Lébou de livrer un message de reconnaissance et de gratitude envers le chef de l'État. Les parents de El Hadj Bassirou Diagne ont vivement remercié le président de la République pour la prise en charge totale et intégrale de l'hospitalisation d'El Hadj Bassirou Diagne à l'étranger, mais aussi pour la sollicitude constante et l'attachement touchant de Maître Abdoulaye Wade envers son ami et frère El Hadj Bassirou Diagne. El Hadj Bassirou Diagne a par la même occasion réaffirmé au président de la République sa volonté de reprendre son bâton de pèlerin et de jouer pleinement son rôle de médiateur social pour que la paix, la concorde, l'union des cœurs et des esprits continuent de régner dans notre pays. Le Cap-Vert est la vitrine du Sénégal et de l'Afrique tout entière et les Lébous ne ménageront aucun effort pour le protéger et le sécuriser, ont dit en chœur ces intervenants. El Hadj Bassirou Diagne est mon ami et frère, un confident avec qui j'entretiens d'excellentes relations, a dit d'emblée le président de la République, qui s'est dit très honoré par cet accueil. Maître Abdoulaye Wade a aussi rappelé le rôle de régulateur que joue El Hadj Bassirou Diagne et sa forte personnalité qui fait de lui un homme très écouté et respecté. Maître Abdoulaye Wade a en passant exprimé à son tour sa vive gratitude à la collectivité Lébou et évoqué sa grande ambition pour le Cap-Vert et pour le Sénégal tout entier. Le président de la République a aussi réaffirmé sa volonté d'œuvrer pour la paix. Il a ainsi demandé à El Hadj Bassirou Diagne et à la collectivité Lébou d'œuvrer inlassablement pour un Sénégal de paix et d'entente cordiale.
La journée internationale de la douane a été célébrée aujourd'hui par l'administration des douanes. Cette édition coïncide avec les 60 ans de l'Organisation mondiale des douanes et a servi de prétexte pour dresser des perspectives pour la douane sénégalaise, nous dit Diana Badja. La connectivité traduite sous le slogan « Les frontières séparent, les douanes rapprochent » est le thème retenu pour célébrer la journée internationale de la douane. Un rapprochement qui se fait à l'aide des nouvelles technologies. Le Sénégal est déjà dans cette dynamique. La connectivité est tombée bien en propos pour nous, douanes sénégalaises, qui avons lancé avec les péripéties que vous avez suivies tout au long du dernier semestre de l'année, de la dernière version informatique de notre système de dédouanement, à savoir Gaïndé intégral. Gaïndé, qui est donc un système de connectivité, est en phase avec le thème de cette édition. Une occasion également pour parler des perspectives. Donc nous allons, d'ici le mois de juin, ouvrir le système Gaïndé à tous les bureaux secondaires. Et d'ici la fin de l'année, nous comptons équiper également nos unités qui sont sur les frontières, les plus reculées d'ailleurs, pour que toutes les unités douanières puissent être interconnectées et que la surveillance puisse se faire mieux. La représentante du ministre de l'Économie et des Finances a salué les efforts consentis par la douane. Par ailleurs, certains soldats de l'économie ainsi que des agents des autres structures ont été décorés pour services bien rendus. Le directeur général du port autonome de Dakar faisait partie des récipiendaires. Le Rwanda veut s'inspirer de la politique diplomatique parlementaire du Sénégal. Des échanges ont eu lieu à ce sujet entre l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal et le président de l'Assemblée nationale. Et l'échange d'expérience étant l'un des axes de la coopération entre les deux pays, un groupe de contact sera mis sur pied, a dit l'ambassadeur du Rwanda qui est ici au micro de Abasso. Le Rwanda envisage une diplomatie économique essentiellement. Mais pour le cas qui nous concerne aujourd'hui et qui nous l'Assemblée nationale, je lui ai dit que le Rwanda compte entretenir avec l'Assemblée nationale sénégalaise une diplomatie parlementaire, c'est-à-dire une diplomatie qui met en évidence la collaboration entre les deux parlements. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a été d'accord. Et pour concrétiser justement cette volonté, nous allons mettre sur pied l'amitié entre donc, les parlementaires rwandais et les parlementaires sénégalais. Et ce groupe sera créé sous peu. Les axes de coopération en matière de diplomatie parlementaire seront axés essentiellement sur l'échange d'expériences surtout. Parce que nos députés, nos parlementaires ont besoin d'apprendre beaucoup de l'expérience des sénateurs et des députés sénégalais. Et en même temps, nos parlementaires aussi auront quelque chose à partager avec leurs homologues sénégalais. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un échange entre les deux parlements. La prochaine activité sera évidemment la mise sur pied de ce groupe et qui sera effectuée dans quelques jours. Et évidemment, c'est ce groupe d'amitié qui va donner le ton aux différentes activités que nous allons organiser dans la suite. Le système de gestion des ressources humaines en santé dans la région africaine connaît des facteurs bloquants, et ce qui se traduit par un personnel de santé peu motivé, mal réparti et vieillissant. Et la JICA, l'agence de coopération japonaise, avait organisé en 2011 des séminaires de formation avec le Centre national, le National Center of General Medicine, pour dégager des stratégies de sortie de crise au profit des pays de la CEDEAO. Eh bien, des pays de la CEDEAO sont en train d'organiser à Dakar un séminaire sur le même thème, gestion des ressources humaines en santé, nous dit Claire Diop. La rencontre est une opportunité pour ces participants de partager des expériences et de réfléchir sur l'harmonisation de certaines pratiques en ressources humaines en santé dans l'espace. Pour contribuer à l'atteinte des OMD, les autorités du secteur ont besoin de s'appuyer sur un personnel qualifié en nombre suffisant et bien réparti. Nous avons essayé d'apporter une réponse aux problèmes identifiés à Tokyo. Ces réponses apportées nous ont permis de dresser une feuille de route qui s'est essentiellement inspirée de cette maison africaine de la solidarité
pour que dans les 4 années à venir, que l'on puisse voir quels sont les pas franchis par l'ensemble de ces pays-là. La mise en œuvre d'une bonne politique sanitaire est une composante essentielle dans le processus de développement des États. Un engagement ferme est affiché. On a des besoins de personnel sur le terrain. Ces besoins de personnel sont liés à la demande de la population. Donc l'État a fait des efforts pour essayer de vulgariser le plus possible la proximité des centres de santé. Mais une fois qu'on a créé un centre de santé, il faut le doter de personnel qualifié. Et c'est là où la question se pose maintenant de savoir le comment. Les partenaires s'impliquent également dans le combat. Des stages de formation ont été organisés au Japon. Cela a permis de dégager une vision stratégique commune. La première session, ils ont élaboré une vision de Tokyo, une vision. Et puis cette fois, on a organisé un séminaire pour suivi. Nous avons bien élaboré la feuille de route de réaliser des activités dans la gestion des ressources en santé pour Au terme de ces 3 jours d'échange, un document avec de nouvelles recommandations a été élaboré. Cela devrait faire office de feuille de route pour les 7 pays participants en vue d'une bonne gouvernance sanitaire dans la région ouest-africaine. 7 candidats à l'élection présidentielle ont déposé hier leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel, un dépôt qui s'est prolongé jusque tard dans la nuit, nous dit Sédina Alinfal. À quelques heures de la clôture des dépôts de candidature, c'est le rush au Conseil constitutionnel. Ce mercredi 25 janvier, 7 candidats à l'élection présidentielle ont pu déposer le dossier. Premier arrivé sur les lieux, le mandataire du FSD-BJ. Nous voudrions d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis dans sa mansuétude de remplir les conditions pour pouvoir déposer la candidature de Cheikh Bamba Dièye. C'est ensuite au tour de Maître Doudou Ndoye de l'Alliance Diamo. Moi, je suis profondément convaincu que le Sénégal, quoi qu'il arrive, sera et restera un pays de paix. 13h, arrivée de Maître Aïssata Tall Sall, mandataire de Ousmane Tanor Dieng de la coalition Benno Tanor. Vous savez que la loi électorale au Sénégal impose, lorsque vous êtes en coalition et lorsque c'est cette coalition qui porte la candidature, de faire le dépôt du dossier en 2 temps. Dans un premier temps, l'article 118 de la loi électorale dit que la coalition doit notifier au Conseil constitutionnel non seulement son titre, Benno ak Tanor pour ce qui nous concerne, mais également la liste des partis qui composent cette coalition. Nous sommes venus donc ce matin sacrifier au respect de cette formalité. 14h, le rythme s'accélère. Djibril Ngom du Grand Mouvement, puis le mandataire de Ibrahima Fall et le candidat Keba Kende du mouvement 2.0 se signalent. Nous étions venus déposer le dossier du candidat Djibril Ngom au nom de notre parti Taou Askani Petaou. Donc nous tous sommes venus présenter le dossier de candidature de M. Ibrahima Fall, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal. Donc nous sommes acquis de la mission qui nous avait été confiée et nous pensons que tout est en règle en attendant le verdict du Conseil constitutionnel. Et nous sommes très satisfaits, nous venons de déposer notre dossier de candidature qui est complet et c'est un moment de célébration de notre démocratie, de célébration de notre pays, où des citoyens comme moi peuvent soumettre leur dossier de candidature et espérer participer à l'élection présidentielle. Il est 18h lorsque le candidat Youssou Ndour, leader de Fekke Matibole, fait son apparition. Le dossier de candidature de M. Youssou Ndour à l'élection présidentielle du 26 février 2012 vient d'être déposé au greffe du Conseil constitutionnel suivant les délais et les délais qui sont requis par les lois et règlements en vigueur ici au Sénégal. Démarré à 11h du matin, le dépôt de candidature s'est prolongé jusque tard dans la soirée de ce mercredi 25 janvier.
rupture au sein du M23. La section de Mbour se démarque du bureau national et ses membres ont tenu ce matin un point de presse pour expliquer les raisons de cette nouvelle démarche. Maman Moussaï. Entre le M23 national et le M23 local de Mbour, ce n'est plus le parfait amour. Dans la capitale de la Petite Côte, les membres du M23 ont décidé de se démarquer de la structure nationale. Pour le bureau de Mbour, dirigé par des conseillers municipaux, des membres de la société civile, des partis politiques, il n'est plus question de suivre les dirigeants de Dakar comme des moutons de panurge. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui est à l'origine des M23, c'était de dire non au quart bloquant, de dire non à ce projet de vice-présidence, et que de dire oui au respect scrupuleux de la Constitution. Et je pense qu'il est grand temps que les gens reviennent à cette orthodoxie que nous appelons, nous, ce M23 originel. Je le dis et je le répète, le M23 dans cette commune, c'est nous. Le M23 est composé de partis politiques et de la société civile et des indépendants. Les indépendants, j'en fais partie. Moi, je ne suis d'aucun parti. Et aujourd'hui, j'ai la liberté de m'exprimer. Je ne fais pas un suivisme plat. Des décisions qui nous tombent de Dakar pour qu'on puisse faire des manifestations. Je dis, il faut que ça s'arrête. Le M23 de Mbour est catégorique. La paix au Sénégal demeure un impératif. Et ses membres, qui se considèrent également comme des piliers de Benno, appellent tous les Sénégalais à une prise de conscience. D'autant plus soutient-il qu'aucun leader politique ne mêlera sa famille ou son parent proche à des scènes de violence. L'idée première du M23, c'était pas de faire sortir les gens dans la rue, de faire des bagarres rangées dans la rue, mais au moins, si aujourd'hui on demande le respect scrupuleux de la Constitution, je crois que cette Constitution aussi doit être respectée de part et d'autre. Le fait de sortir dans la rue, est-ce que c'est de respecter cette Constitution? Et le fait de dire non à la décision du Conseil constitutionnel, entre guillemets, qui ne s'est pas encore prononcé, est-ce que ça, c'est respecter la Constitution? Moi, de mon point de vue, je crois qu'il est grand temps qu'on rappelle les gens, les politiques, à l'ordre. Pour l'heure, le bureau du M23 de Mbour se demande encore pourquoi le bureau national du M23 prône-t-il la violence. Pourquoi Benno n'a pas un candidat unique? Pourquoi un non-respect des critères des assises? En attendant de trouver des réponses à ces interrogations, le M23 de Mbour invite au respect de la décision du Conseil constitutionnel de mener un combat citoyen au lieu de mener le mouvement à la dérive. L'amicale des cadres de la Poste vient d'organiser une journée de don de sang, une action qui entre dans le cadre de leur responsabilité sociale. L'amicale compte pérenniser cette journée pour mieux asseoir l'image de leur entreprise. La salle d'attente de la direction générale de la Poste a accueilli les agents du Centre national de transfusion sanguine. Les travailleurs de la Poste et leurs sympathisants ont effectué ce geste citoyen, conscients de l'importance de donner du sang. C'est un acte de foi, de croyance. Parce que donner son sang, en fait, c'est sauver une vie. Parce qu'on sait qu'aussi le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer de manière artificielle. Je donne du sang pour pouvoir sauver des vies. En tant que maire, on a décidé de faire bénéficier aux autres qui sont en dehors de la Poste des activités de la CAP. Et on est conscient qu'en donnant du sang, on contribue utilement à faire participer les autres à nos activités. L'amicale, par cette journée, a voulu réaffirmer la responsabilité sociale de l'entreprise. L'acte de don de sang, qui a une portée hautement humanitaire, sociale et citoyenne, devait être en tout cas une activité phare cette année dans notre plan d'action. C'est également vouloir inscrire la Poste dans le registre des sauveurs de vie. Je suis très très fier de savoir que le statut d'entreprise citoyenne de la Poste s'est manifesté encore dans l'humanitaire. Il y a aussi des démarches que l'amicale a faites ici pour pacifier certaines relations dans le cadre des conflits que nous avons vécus. Ça aussi c'est appréciable. L'amicale des cadres de la Poste existe depuis 20 ans. En plus de ces activités sociales, les cadres s'impliquent à tous les niveaux pour participer au rayonnement de la Poste. Le directeur général des élections rappelle que conformément à l'article 69 du Code électoral, les candidats qui seront en lice pour l'élection présidentielle du 26 février 2012
devront, dès le lendemain de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, désigner leurs représentants auprès des préfets et sous-préfets. Les prénoms, noms, professions ainsi que le numéro d'inscription sur une liste électorale ou le numéro des récépissés d'inscription des représentants de candidats doivent en effet être notifiés auprès des autorités administratives compétentes 28 jours avant le scrutin. Ces représentants seront leurs interlocuteurs pour la désignation des membres des bureaux de vote. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme avec la RTS.